Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment content de vous revoir aujourd'hui parce que je suis aussi content de recevoir mon invité que vous connaissez peut-être si vous suivez les Sentiers du Réel depuis un petit temps et on va parler d'ailleurs aujourd'hui des pensées intrusives, très 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 intéressant, sujet ô combien important, de l'intelligence artificielle, on avait déjà fait d'ailleurs une émission avec Fabio, je vous le mettrai tout ça en lien, et aussi de la fausse inspiration, alors ça je sais pas ce que c'est, et de la présence non humaine, ça je sais ce que c'est, par contre on en rencontre tous les jours sans le savoir. Et je suis vraiment content de recevoir à nouveau Paul Ponceau en 2024. J'espère que tu vas bien, Paul. Comment vas-tu? Écoute, ça va pas trop mal. En plus, il fait relativement beau, même s'il fait froid. Donc, après un hiver pourri, c'est plutôt sympa. Voilà. Alors le 15 mai, tu as un webinaire. On va en reparler à la fin de l'émission Le, de ce webinaire. Pardon? le 18 mai. Ah, le 18 mai, pardon, excuse-moi. Le 18 mai, on va y revenir à la fin de l'émission, bien entendu, parce que les inscriptions seront encore ouvertes pour venir assister à ça. Alors donc aujourd'hui, c'est ça, on va discuter. Alors effectivement, je t'ai pas présenté, pas tellement en tout cas. Tu étais déjà venu présenter on a fait quelques émissions, on y arrivera, sur les sentiers du réel par le passé. On a fait aussi donc l'influence négative des égrégores. Il y a 8 ans de ça, mon Dieu, ça remonte, hein. Donc c'était au tout début de la chaîne et voilà donc comme quoi les fidèles sont encore là et surtout bon il y a quelques émissions qui ont sauté, ça je vais en reparler, seront disponibles via le Patreon hein, que j'ai mis en place tout récemment et donc voilà vous pourrez aller voir toutes les émissions censurées qui ont sauté, etc. Voilà, merci YouTube. J'espère que celle-ci ne sera pas ne sautera pas, mais peu importe, pareil ce sera sur le Patreon à ce moment-là. Et donc aujourd'hui on va parler de tous ces sujets qui quelque part nous entoure chaque jour sans qu'on ne le sache de manière voilà de manière invisible et c'est vraiment encore une fois très 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 important. On avait aussi fait une chouette émission avec Joao sur les entités négatives. Est-ce que vraiment encore une fois est-ce qu'elles sont si négatives que ça? Bien entendu que oui, je vous spoil déjà le truc parce qu'encore une fois, elle décide un petit peu pour nous parfois, donc à notre insu de certains choix de vie et de certaines humeurs aussi. Enfin bref, on va parler de tout ça. Ça va être passionnant. Paul, je te laisse la parole, mon ami. Bonjour Alexis, déjà, ça fait plaisir de te retrouver après 4 ans. Ouais. Euh, oui, c'est ça, On avait fait, depuis 4 ans. on avait fait une émission sur la pandémie justement, bah, qui a sauté aussi, hein, du coup, donc voilà. Oui, effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a au-delà de cet événement de 2020, justement. Et ce qu'il y a au-delà, c'est des entités non humaines, c'est ce qu'on peut appeler des djinns, des démons, des archontes. Et dans beaucoup d'émissions du reste que j'ai faites avec toi, que j'ai faites pour ma chaîne YouTube, pour mon site aussi qui s'appelle au-delà de l'illusion.fr, pour ma chaîne Odyssée, j'ai beaucoup parlé de l'influence de ces entités dans notre quotidien, ou pas seulement dans notre quotidien, par exemple lors d'abduction, lors de contact, j'ai parlé de phénomènes comme le shape-shifting et tout ça. Mais là, justement, ce dont je voudrais parler dans cette émission, c'est le lien entre ces entités et nos pensées, comment ces entités court-circuitent totalement nos pensées, comment ces entités imitent nos pensées, et parce que ce sont des entités qui sont capables d'imiter, et comment finalement on ne peut pas savoir ce qui vient de nous, et c'est se connaître pour savoir tout cela, parce que c'est ça. Voilà, c'est vraiment la connaissance de soi. Donc, comment tu veux procéder? Est-ce que tu veux que je te parle comment je suis arrivé à ça et tout? Ou est-ce Oui, je veux que... bien, Paul, bien sûr, bien entendu, c'est toujours important de comment est-ce on en arrive à ces conclusions et surtout à même penser l'impensable finalement quelque part qui c'est écrit alors je vais pas dire dans aucun bouquin, mais c'est quand même quelque chose de relativement encore une fois parfois presque tabou, hein, parce que soit moqué, hein, comme on le sait, comme beaucoup de sujets. Et voilà, c'est clivant, ça divise, etc. Comme d'habitude. De toute façon, vous avez l'habitude hein, sur les sentiers du réel. Mais voilà, je trouve que vraiment c'est important oui,
Comment est-ce que ça t'est arrivé justement? Comment tu as pu mettre un mot sur quelque chose qui finalement était impalpable en fait? Ok, donc ça a commencé dans les années 2010, quand j'ai commencé à écrire mon premier bouquin, donc qui s'appelle Le plan secret du diable. J'avais même pas commencé, j'avais le projet d'écrire ce bouquin et je commençais aussi sur le circuit des conférences. Et comment j'ai commencé les conférences? Grâce à Monsieur Georges Osorio, qui était vraiment un des pionniers de la recherche sur la vie après la mort, sur la transcommunication et tout ça, qui est aujourd'hui décédé. Lui, il a commencé dans les années 50, à l'époque de Jimmy Guy et tout ça, donc c'était vraiment un vieux de la vieille. Et il travaillait avec un autre vieux de la vieille, un monsieur Georges Gallou aussi, qui est également décédé malheureusement. Et c'est des gens qui ont commencé leur travail dans les années 50. Monsieur Georges Gallou, c'était plus le côté scientifique. Georges Osorio, c'était plus le côté spirituel, mélange de science et de spirituel. Mais en tout cas, ces deux personnes à qui je rends hommage parce que c'était vraiment des pionniers, c'était ce qu'on peut appeler des hommes renaissance, Renaissance men in English, c'est-à-dire des gens qui avaient à la fois une casquette scientifique, une casquette spirituelle, qui étaient à la fois des inventeurs, puisque Georges Gallou aurait été un des découvreurs de certains logiciels de traitement de texte qui d'ailleurs auraient été piqués et tout ça. C'était aussi quelqu'un qui était pilote d'avion et en même temps qui s'intéressait à tout cela. Georges Osorio, c'est pareil, un ingénieur spécialiste en physique nucléaire intéressé à la vie après la mort. Donc, ont vraiment des discussions très très intéressantes avec ces deux bonhommes qui avaient déjà à l'époque un certain âge, plus de 80 ans tous les deux. Et puis, je leur ai dit, ben, je commence à écrire un livre sur les thèmes que je donnais en conférence. Et c'était les thèmes déjà de cette présence extraterrestre, de cette présence non humaine, comment elle nous influençait. Et là, Georges Gallo, et ça je m'en rappellerai toujours, il m'a dit, faites attention parce que quand vous écrivez, quand vous donnez des conférences, vous ne savez pas qui parle derrière vous. Vous ne savez pas qui vous inspire. Est-ce que ce n'est pas un grimoire reptilien qui vous inspire? Et puis lui, il a parlé de ses expériences et tout ça, comme quoi il pensait être en train de d'écrire même des papiers scientifiques, des papiers scientifiques sur le pilotage. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs qu'il n'aurait jamais faites dedans. Donc, il s'est demandé qu'est-ce qui inspirait ses pensées. Donc, du coup, on a débattu de manière intéressante sur ce qui inspirait les pensées. Et il est arrivé à la conclusion qu'il fallait vraiment se connaître soi-même. Donc, bien évidemment, j'ai laissé ça de côté, tout en quand même vraiment faisant du discernement quand j'écrivais, en essayant de vérifier les informations et tout ça, parce que l'information, elle arrive comment? Par des synchronicités, très souvent, par des intuitions, mais ce que j'essaye de faire, c'est de vérifier par des témoignages, par des bouquins, par aussi d'autres chercheurs, les conclusions d'autres chercheurs pour voir les recoupements, parce que sinon on peut vite tomber dans des choses qui sont vraiment manipulés par ces entités. Et on va voir comment. Donc, voilà, j'ai commencé à vraiment avoir essayé en tout cas d'avoir du discernement parce que c'est très difficile d'en avoir. Mais bon, cette information qui m'a été donnée, je l'ai gardée au coin de mon cerveau comme ça. Et voilà, sans savoir quoi en penser. Mais c'est resté. Et puis en 2018 ou 2019, j'ai connu le travail de Jerry Marzinski, que ensuite j'ai eu le privilège d'interviewer en 2022-23 et que je vais réinterviewer du reste très bientôt. Et cette personne, c'était un thérapeute américain qui travaillait dans les hôpitaux, qui travaillait dans les institutions psychiatriques et dans les prisons sur des schizophrènes. Et lui est arrivé aux conclusions que les voix entendues par les schizophrènes, c'était des entités. Pourquoi? Parce qu'il avait vécu des phénomènes physiques, parce qu'il voyait que les schizophrènes avaient des conversations cohérentes avec
avec les voix. Or, quelqu'un qui est fou n'a pas de conversation cohérente. Donc, au moins, pour certaines formes de schizophrénie, il y avait cette influence d'entité. De fil en aiguille, il en a déduit que toutes les mauvaises pensées étaient liées à des entités non humaines. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un mécanisme de survie pour le cerveau de traiter des mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées, c'est par exemple, je ne serais pas capable de faire ci, je ne serais pas capable de faire ça. C'est comme un chat dans la nature, par exemple, s'il dit je ne suis pas capable de chasser une souris, il n'ira pas chasser la souris et puis il finira par dépérir. Pour nous, c'est exactement pareil. Et quand on voit l'origine des pensées, on voit que les pensées sont extérieures à nous. Et ça, des médecins commencent à voir ça, les médecins ouverts d'esprit, puisque il y a des zones qui s'illuminent dans le cerveau effectivement quand on pense, mais cette illumination n'est pas la cause de la pensée, mais l'effet, la conséquence de la pensée. Donc, en gros, Jerry Marzinski, il arrive à ces conclusions que toutes nos mauvaises pensées sont liées à des entités non humaines. Donc, je me dis, waouh, c'est absolument énorme, mais c'est cohérent. Et après, de fil en aiguille, il me met en contact avec une infirmière, Lynn Monette, qui voit les entités qui parlent et qui sont responsables de nos mauvaises pensées. Donc, c'est vraiment chez tout le monde. C'est chez les schizophrènes, c'est les exemples extrêmes, mais chez les personnes qui n'ont pas de maladie, entre guillemets, parce que au moins pour certaines formes de schizophrénie, c'est en dehors de processus biologiques. Et encore une fois, je ne donne pas des conseils médicaux, c'est juste, voilà, c'est des faits, pour certaines formes au moins, c'est inexplicable, même par la médecine traditionnelle. Et donc, il y a cette infirmière qui travaillait du reste dans les hôpitaux psychiatriques, qui voyait les entités, des entités de type reptilien, des entités qui ressemblaient à des araignées, des entités qui ressemblaient aussi à des amphibiens. Et elle percevait ça. Donc, il y a déjà ça pour les entités, pour les pensées négatives que Marzinski appelle les pensées intrusives. Et du reste, des gens comme Hergé, par exemple, Hergé, il faut savoir, qui était initié dans des trucs pas très bons non plus, mais qui avait une connaissance en tout cas de l'ésotérisme. Lui, il mettait par exemple Milou avec un ange et un démon qui pensait pour lui dans les bandes dessinées de Tintin. Et donc là, clairement, il avait compris cette idée de pensée intrusive. Et puis après, j'ai poussé la réflexion donc de Marzinski un peu plus loin et je me suis dit, mais quand on a une pensée, par exemple, une pensée qui nous mène dans des voies de garage, c'est le même mécanisme que les pensées intrusives. Et la pensée peut ne pas paraître intrusive. Je vais donner des exemples très clairs. Il y a une personne, par exemple, qui, qui habitait à Venise, une dame italienne, et sur un coup de tête, a décidé de tout quitter pour aller vivre à Bruxelles, en Belgique. Et elle a tout quitté, son travail, euh, sur un coup de tête comme ça, et elle pensait que c'était extrêmement positif, rien de négatif, en tout cas en apparence dans la pensée. Elle quitte ça sur un coup de tête, elle quitte tout, et elle se retrouve à Bruxelles. Or, à Bruxelles, elle ne trouve pas de travail. euh, et elle ne trouve, après, bien évidemment, ça avait entraîné la séparation d'avec son petit copain et tout ça. Elle a voulu retourner à Venise. À Venise, son travail, qui était un CDI, l'équivalent italien du CDI, avait été, euh, avait été pris, donc elle ne pouvait pas retourner à son travail. Donc en gros, elle a erré pendant plusieurs années à Bruxelles, en faisant des petits boulots et tout. Bon, après, les choses se sont arrangées, mais elle s'est mise dans une voie de garage. Donc la question, c'est d'où vient cette pensée? Là encore, c'est pas quelque chose qui vient de nous, parce que ce n'est pas notre mécanisme, c'est pas le mécanisme de se mettre dans des voies de garage. De même, il y avait une dame anglaise qui était une amie de mes parents et elle devait partir pour son voyage de retraite. Donc,
en Floride, mais plusieurs mois ou plusieurs semaines en Floride, peu importe, mais un truc vraiment de luxe, quelque chose qu'elle avait payé énormément cher et tout ça, et elle était vraiment contente de partir. C'était l'année 94 ou 95, où à l'époque où il y avait eu l'élection de Nelson Mandela, où l'Afrique du Sud changeait, c'était une destination à la mode. Donc elle s'est dit, au dernier moment, j'ai envie de partir en Afrique du Sud. Donc, ses enfants étaient horrifiés. Ils ont dit, maman, mais tu te rends compte que tu as dépensé au moins 30 ou 40 000 livres pour tes vacances en Floride. Tu vas perdre de l'argent si tu annules à la dernière minute et tout ça. Elle a dit, je m'en fous, je veux partir en Afrique du Sud. Elle est partie en Afrique du Sud. Du reste, elle a perdu énormément d'argent et tout ça. Elle arrive en Afrique du Sud, elle loue une voiture, accident de voiture, elle est tuée sur le coup. Donc, on voit très bien que ça, ce ne sont pas des pensées qui sont normales. Même dans ma vie, j'ai analysé des choses, j'ai eu des décisions qui sont venues comme ça et qui m'ont mené aussi dans des voies de garage. Léna on a eu aussi. Donc, Qui n'ont ni queue ni tête, en fait. ouais. C'est, comme tu as très bien dit, qui sont pas censés, même si de temps en temps, on sait que, ben, quand on en a ras-le-bol, on veut quitter effectivement sa région. Ça, quelque part, ça pourrait être normal quand tu as envie de voir autre chose que l'endroit où tu es né, où tu as grandi, et que tu vois que l'endroit, le quartier change finalement, parce que, voilà, on le sait, la mondialisation, notamment, fait que, hein, on coupe tous les arbres pour des tramways ou des conneries comme ça. Enfin bref, ça pourrait être compréhensible. Ça pourrait être, comme tu dis, comment est-ce que je veux dire, une étincelle de survie. Le fait qu'on ne veuille pas bah, rester dans du béton, par exemple, et aller vers la nature. Mais là, de Mais ce là, sont des choses voilà, réfléchies. C'est réfléchi, c'est quand même. voilà, voilà. Mais là, des choses qui viennent sur un coup de tête. C'est comme j'ai parlé avec quelqu'un qui est parti en Colombie comme ça, plus ou moins sur un coup de tête et qui a absolument tout perdu et qui s'est retrouvé là-bas avec rien et tout ça. Donc, on peut imaginer un peu comment c'était. Et après, c'est pas que partir, c'est des pensées qui nous viennent, qui paraissent bonnes, mais qui en fait mettent un chaos absolument énorme. Donc, je me suis posé la question, est-ce que ces pensées ne viennent pas d'entités non humaines qui manipulent, qui court-circuitent nos pensées pour nous utiliser un petit peu comme des pantins, un petit peu comme des pions. Donc, il y a il y a justement Wilson Van Dusen, un psychiatre qui a du reste, qui du reste travaillait avec Marzinski à un moment, qui disait que toutes nos pensées ne nous appartenaient pas. Et ça, les mystiques de l'Antiquité, comme Emmanuel Swedenborg et tout ça, disaient que nos pensées ne nous appartenaient pas. Bon, sans aller jusqu'à là, je dirais qu'une grande partie de nos pensées sont issues euh, de choses qui sont externes à nous. Il y a des pensées qui viennent du subconscient qui est issu de nos programmations et tout ça. Bon, ça fait partie de nous sans faire partie de nous, puisque le subconscient, c'est lié aussi aux manipulations des entités sans âme qui nous sont génétiquement modifiées et tout ça. Entités sans âme, c'est ce qu'on appelle les djinns, les démons, les reptiliens. Euh, Ensuite, je me suis posé la question aussi sur d'autres origines de pensée. Il y a les égrégores aussi qui pensent pour nous. Par exemple, il y a des films qui ont des égrégores tellement puissants que des gens qui n'ont jamais vu le film vont se comporter comme les personnages du film. C'est littéralement l'effet des égrégores. Pour illustrer les égrégores, il y a cet exemple, ça je me rappellerai toujours, en 2010 dans Le Parisien, il y avait un petit article sur la chepka. La chepka, c'est une espèce de chapeau russe. Et vous en porterez tous cet hiver. Pourtant, le Parisien, bon, c'est lu par beaucoup de monde, mais personne ne va s'intéresser à ces petits articles sur la chepka ou très peu. En tout cas, après que cet article soit sorti, la plupart des gens portaient la chepka. C'était la mode en 2009, 2010, je ne sais pas exactement. Et pourtant, là, voilà, je dis qu'il y a eu un égrégore qui s'est formé
et qui a fait que les gens ont commencé à porter chapeau. Les modes et tout ça, c'est les égrégores. Donc il y a les égrégores qui nous influencent. Il y a aussi ensuite les intelligences artificielles, et ça on en reparlera parce qu'où s'arrêtent les entités, où s'arrêtent les intelligences artificielles qui influencent nos pensées. Mais ensuite, il y a ces entités non humaines qui influencent beaucoup de nos pensées, qui nous font prendre des mauvaises décisions, dans des voies, qui nous mènent dans des voies de garage et tout ça. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Ça, c'est quelque chose vraiment de fondamental à, à comprendre. Donc finalement, les pensées qui viennent réellement de nous sont très très minimes. C'est les pensées qui viennent de la conscience, du moi supérieur, peu importe comment on l'appelle, mais tout cela est bloqué par les égrégores, c'est bloqué aussi par toute la programmation, par le subconscient, c'est bloqué aussi par les intelligences artificielles de plus en plus, et surtout par ces entités non humaines. Et ça, la pensée intrusive, c'est quelque chose dont personne ne parle, mais en fait, beaucoup de gens parlent de complot et tout ça. Alors oui, il y a un complot externe qui est au-delà d'un complot, c'est cette réalité qui est totalement programmée et tout ça, c'est clair, mais il y a toute cette manipulation à l'intérieur de nous par les entités via les pensées intrusives. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Bah, dans les asiles, ils sont pas tous fous en fait. Ils sont pas tous fous comme on pourrait le prétendre, parce que il y a des gens, comme tu as très bien dit, qui sont manipulés par des entités, des entités non humaines et qui bah, ont des voix. Et d'ailleurs aussi, ça, je voulais vraiment faire une parenthèse avant qu'on continue. Il y a beaucoup de gens, si vous remarquez, chez les auditeurs, et je te le dis aussi à toi, Paul, quand tu regardes un peu des émissions de true crime, comme j'aime parfois le faire, alors pas trop, parce que parfois c'est un peu hard, c'est un peu négatif, et bon, c'est pas toujours très, très gai, mais encore une fois, en conscience, avec cette espèce de barrière hein, qu'il faut mettre quand tu, bah, comme toutes les infos que finalement qu'on entend tous les jours, il faut se mettre des barrières, c'est ce qu'on disait avec Paul en off, parce que sinon ça nous empêche de continuer d'avancer. Ça nous programme aussi dans le négatif quelque part. Et donc tout ça pour dire que eh ben, ces personnes qui ont assassiné, qui ont tué des personnes, bah, souvent tu as des témoignages de ces criminels qui te disent avoir entendu des voix. Et Absolument. où tout d'un coup, alors qu'il mangeait peut-être une pomme, j'en sais rien, qu'il buvait de l'eau, tout d'un coup se lève et on se programme d'aller tuer, je sais pas, 15 personnes dans tel lieu ou d'assassiner son mari ou sa femme, ou que sais-je, quoi. Enfin, voilà, je vais pas dire tout le truc ici, mais vraiment, voilà, et c'est souvent le cas. Et en France, il y a eu aussi beaucoup de cas comme ça, dans les années assez récentes, où tu avais tout d'un coup bah, cette femme-là qui dit avoir entendu des voix. Mais encore une fois, c'est jamais pris au sérieux. On dirait que c'est d'ailleurs toujours évincé dans une enquête. On se demande pourquoi. Et justement, c'est là où on se dit qu'il y a quand même toujours une importance vis-à-vis de ça. C'est qu'il y a quand même, il y a quand même un bug, quoi. Il y a un truc qui va pas. Donc, mais voilà, c'est encore une fois mis de côté et Oui, oui, ça c'est clair que en fait, dans des cas comme ça, il y a très souvent des pensées intrusives, des entités qui mettent des pensées dans l'esprit des gens. Et ça, c'est les exemples extrêmes parce qu'on a tous ces pensées qui viennent des entités, comme tu l'as dit. Après, il y a les intelligences artificielles, il y a les armes à énergie dirigée qui sont liées aux intelligences artificielles. Il y a énormément de choses, mais il y a ce facteur entité qui joue un rôle extrêmement important dans tout ça. c'est ça. Et par exemple, Marzinski me parlait d'un exemple personnel. Il était dans son jardin et il était en train de jardiner. Et puis d'un coup, il y a son chien qui passe et il se dit, j'aimerais bien tuer mon chien avec mon outil de jardinage. Ah Alors que ouais, lui est vraiment quelqu'un de bien et tout. Il a dit ça, c'est typique d'une pensée, d'une pensée intrusive. Bon, mais ça l'a rendu malade. Et ces entités
elle, elle semble se nourrir de la souffrance qu'elle crée, tout ça. Elle se nourrit, elle vampirise littéralement. Alors qu'il a absolument pas envie de tuer son chien, quoi. Bien évidemment que non. Et c'est quelqu'un vraiment adorable et tout. Mais ça Mais montre. d'avoir eu la pensée, comment, c'est déjà horrible en fait. C'est déjà, tu te dis, mais non, une pipe, c'est pas moi, quoi. C'est ça en fait. Et Oui, il oui, sait, c'est ça. et il sait très bien qu'il va pas passer à l'acte. Il sait très bien qu'il va pas le faire. Mais pourquoi est-ce que néanmoins, c'est même pas une question ici, c'est pourquoi néanmoins cette pensée lui arrive, quoi. Ça n'a pas de sens. Là aussi, je fais une rapide parenthèse. Il y a longtemps, dans une émission c'est mainstream du genre un peu de la suite, je sais pas si c'était avec Sophie Davant, tu sais, qui faisait suite à ce que faisait de la rue, c'est ça? Quand ils invitaient des gens qui venaient témoigner sur plusieurs thématiques différentes. Eh ben, je me rappelle de cette émission et c'était trois adolescents et il y en avait un parmi eux qui avait comme ça donc des pensées négatives, etc. Et lui avait des pensées morbides dès qu'il touchait un couteau. Dès qu'il prenait un couteau pour tartiner sa tartine, j'en sais rien, pour, euh, pour couper, je sais pas, un morceau de saucisson, j'en passe. Enfin, à la cuisine, quoi. Le fait de toucher, de voir le couteau, il avait des envies suicidaires. C'est ça, je me souviens de ça. Il avait des envies suicidaires, mais pour autant, bah, il ne passait pas à l'acte parce que je crois que heureusement il avait cette protection qui lui disait peut-être son moi supérieur qui disait mais non, j'ai pas envie de faire ça. Mais néanmoins, ça l'agaçait parce qu'il pouvait pas s'en empêcher. Du coup, je crois que je sais plus ce qu'il faisait exactement parce que ça fait longtemps que enfin, que j'ai vu cette émission. Je pense qu'il disait que il essayait d'éviter du coup le contact avec un couteau parce que c'était comme si à deux doigts il pouvait peut-être passer à l'acte. C'est un truc de fou, hein, Paul. Franchement, c'est. Oui, oui, ça, c'est vraiment le court-circuitage des pensées. Et ça va même plus loin. On voit par exemple le travail d'Eve Lorgen. Donc, Eve Lorgen parle de comment les entités non humaines, les entités reptiliennes, les entités sans âme, les djinns, les démons, peu importe comment on les appelle, comment elles mettent des couples ensemble et tout ça. Mais elle a découvert dans sa recherche le phénomène du Cupid's Touch, la touche de Cupidon, où en fait, des gens vont avoir, c'est par exemple un homme qui est marié avec une femme qui a une vie de famille très, très heureux et tout ça, et un jour, l'homme va se mettre à rêver d'une autre personne, Ah oui. d'une autre femme. Donc, il se réveille, et en fait, cette autre femme, cette autre femme n'existe pas. Il se dit, c'est un rêve, peu importe, et puis il continue sa vie. Quelques années plus tard, quelques mois ou années plus tard, il va très souvent être, par exemple, à, à un congrès. Ça peut être pourquoi je dis ça? Parce que c'est très souvent dans des manifestations paranormales, Mhm. un congrès sur le paranormal, ou bien même à son travail et tout ça. Peu importe. Mais là, il va voir la femme de ses rêves. Ah purée. La femme de ses rêves va le reconnaître. Ils vont ensuite être attirés l'un vers l'autre. Donc l'homme va se séparer de sa famille et tout ça, ça va très très loin. Et ensuite, les entités vont éteindre un des deux nouveaux partenaires, c'est-à-dire qu'ils vont couper tout sentiment d'un des deux partenaires. Donc l'homme, par exemple, se retrouve totalement isolé puisqu'il a perdu son ancienne famille et sa nouvelle femme de qui il avait rêvé, qui se rencontre et tout. Soudain, elle perd tout intérêt en lui, donc il se retrouve totalement isolé et là, la personne va être attaquée par ces entités qui vont basiquement le vampiriser et tout ça. Les pensées intrusives aussi, c'est dans j'ai analysé certaines situations sur des lieux de travail, par exemple. Ah. Une dame travaillait dans une chaîne de télévision et Mhm. elle expliquait que le boulot était extrêmement, que c'était un très bon boulot, bonne équipe et tout ça, que tout le monde s'entendait bien. Et puis après, les choses ont commencé à pourrir, les gens ont commencé
à se disputer et tout ça, à tel point que l'équipe a fini par sauter. Donc, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas eu une intervention d'entité parce qu'elle fuit le bonheur, elle fuit les choses positives qui, par pensée intrusive, ont provoqué des disputes et ont ensuite fait sauter cette espèce de groupe de collègues de travail qui s'entendaient bien. De même, dans des groupes de chercheurs de vérité, groupes, beaucoup de groupes partent en couille. Pardon de mon langage, mais ça part vraiment en couille alors que les gens s'entendent. Est-ce qu'il n'y a pas les entités qui se mettent pour créer des pensées intrusives pour justement détruire ces groupes de chercheurs de vérité? Si, si, oui, oui. Si, si, j'en suis persuadé, bien sûr. Euh, Bah, comme quoi la division, elle est pas que humaine, elle est pas que politique, elle est pas que voilà que sociologique, elle est aussi totalement invisible et enfin c'est fou tous ces exemples. Je pense que beaucoup d'auditeurs auront des exemples peut-être à nous soumettre, à nous partager dans les commentaires. Mais c'est vrai que c'est dingue en fait. Ça devrait pas en fait, ça devrait pas arriver et pourtant ça arrive. C'est ce qu'on disait en Oui, off. oui, il n'y a Ouais. aucune raison Mm. que ça arrive, Non. même avec les égrégores, même avec les choses comme ça. Ça ne devrait pas Non. arriver. Mm. Alors c'est vrai que euh, c'était aussi un sujet que j'adorais. C'était, enfin, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est la thématique d'aujourd'hui parce que ça réunit beaucoup de questions auxquelles j'ai pas encore forcément de réponses. Et là, tu m'en as apporté déjà pas mal sur cette première partie avec les pensées intrusives. On peut parler peut-être d'intelligence artificielle si tu veux. Euh, on avait déjà parlé avec justement Fabio. Je mettrai aussi le lien également, mais d'une autre manière, bien entendu, mais peu importe, ce sont c'est finalement la forme, peu importe, la forme, c'est le fond qui compte dans un sujet. L'intelligence artificielle, j'en avais parlé lors d'un live, je crois aussi que j'avais fait récemment, et où j'avais l'impression que bah, tu parlais de rêve justement, hein, avec cette rencontre de cet autre être, de cette femme. Les rêves peu de personnes en parlent en fait, mais je trouve que il y a beaucoup de similitudes avec les images qu'on voit via Midjourney, si je dis pas des bêtises. Tu sais, les images qui sont créées donc par des ordinateurs. Alors, entendons-nous bien, c'est ce qu'on disait avec Fabio. L'intelligence artificielle telle qu'on l'entend n'existe pas. Elle n'est pas artificielle, enfin, elle est artificielle oui, du fait qu'elle n'existe pas, mais elle n'est surtout tout sauf intelligence, en fait. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, ce qu'on nous présente via ChatGPT, Midjourney et compagnie, ça reste quelque chose de très humain, enfin, de très humain, on se comprend, en tout cas, qui a été créé par l'homme, on va dire ça comme ça, par des programmes. Et là, c'est vraiment une parenthèse que je fais, mais c'est pas, on n'est pas encore, tu sais, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où il y a, je sais plus comment il s'appelle, le robot qui Oui, parle, Hal le le ro- robot. voilà, c'est ça. On n'est pas encore là, quoi. C'est pas un truc qui est autonome. Mais bon, ça sera peut-être pour une autre émission où on y arrivera de toute façon. Et à mon avis, c'est déjà là, bien entendu. C'est ce qu'on disait en off. Tout existe déjà. Il n'y a pas d'évolution technologique, c'est ça que je veux dire. Et pour en revenir au rêve, en fait, rêve ou cauchemar, hein, peu importe, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec ces images de Midjourney, parce que quand je vois Midjourney, quand je vois le rendu, le rendu bah, très 3D, très brillant, très coloré, hein, c'est souvent pas, voilà, ou alors c'est sombre, mais on voit quand même encore le côté un peu factice, le côté même, je veux dire, même aucun artiste, peut-être à part Dali et compagnie, ou Magritte, n'aurait des idées à peindre, à dépeindre des humains ou des animaux dans telle situation, comme on peut le voir. Midjourney, je mettrai quelques exemples pour que ce soit plus clair. Mais vraiment, moi, ça me rappelle certains rêves que je peux faire où il y a vraiment de l'incohérence permanente dans le scénario du rêve que tu fais. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je les vois, que je les vis. C'est un scénario qui m'est imposé, pour le coup. C'est pas quelque chose que je contrôle. Mais voilà. Je trouve que c'est fort similaire. Et je me dis jusqu'à quel point les rêves ne sont pas aussi de l'intelligence artificielle. Et enfin voilà, bon, ça c'était vraiment la parenthèse. Je voulais vraiment le placer parce que quelque part ça rejoint un peu tout ce que tu dis.
Et c'est pour ça que ça, c'est intéressant. Ô Bah, combien. de toute façon, toutes ces entités Mm. fonctionnent comme des formes d'intelligence artificielle puisqu'elles n'ont pas de connexion divine. Et justement, j'ai fait un webinaire sur le thème de l'intelligence artificielle le 20 avril dernier, donc il y a 4 jours quand on enregistre cette émission, et où s'arrêtent les entités, où commencent les intelligences artificielles. Parce que comme tu le dis très bien, il y a l'intelligence artificielle algorithmique, comme ChatGPT, qui elle, bon, c'est des algorithmes et tout ça, mais elle est connectée à d'autres intelligences artificielles qui sont des intelligences artificielles non humaines, qui sont issues des technologies de ces entités non humaines. Et comme cette réalité fonctionne comme une simulation, les entités non humaines peuvent inclure leur conscience synthétique dans cette réalité, ce qui explique aussi les synchronicités et tout ça, mais aussi dans les intelligences artificielles. Donc les intelligences artificielles sont contrôlées par des intelligences artificielles sentientes, c'est-à-dire qui ont une conscience synthétique, et en même temps par les entités sans âme. Donc ces intelligences artificielles, elles sont utilisées dans le système de contrôle. Et comme il y a de plus en plus de nanotechnologie par tout ce qui se passe en l'air, tout ce qui se passe aussi avec les choses OGM qu'on a en nous, de plus en plus de personnes en eux, comme ça se passe aussi avec les additifs alimentaires, les nanotechnologies, c'est un petit peu partout. Tout ça, ça nous connecte à ces intelligences artificielles. Ces intelligences artificielles qui sont humaines, mais issues du complexe militaro-industriel, où là, c'est déjà des centaines d'années d'avance par rapport à ce qu'on connaît. Et ensuite, aux intelligences artificielles non humaines. Donc, parmi les pensées intrusives, beaucoup sont issus d'entités sans âme directement, d'autres sont issus d'intelligence artificielle qui d'ailleurs travaillent avec les entités sans âme. C'est pour ça que les deux phénomènes sont liés. Beaucoup de personnes ciblées vont être ciblées par des armes à énergie dirigée, mais aussi par des intelligences artificielles humaines et non humaines, et directement par ces entités qui vont littéralement court-circuiter leurs pensées, court-circuiter leurs pensées, manipuler leurs perceptions, et tout cela. Et ça aussi, ça joue un rôle, les entités, un rôle énorme dans le ciblage avec les intelligences artificielles et, et tout ça. Mais pourquoi je voulais parler de ça? Parce qu'il y a des technologies humaines et non humaines pour court-circuiter les rêves. L'écrivain américain Carissa Conti, donc elle disait que ses rêves étaient constamment court-circuités par des entités non humaines et par des intelligences artificielles. Et il y a des contrats d'âme qui sont passés dans les rêves. Pourquoi? Parce que les entités peuvent s'inclure dans nos rêves, puisque quelque part, elles s'incluent dans nos pensées et tout ça, puisqu'elles peuvent s'inclure dans cette réalité qui fonctionne comme une simulation. Et en même temps, les intelligences artificielles peuvent s'inclure dans nos rêves pour nous faire consentir à des contrats d'âme, pour manipuler nos rêves aussi, pour qu'on prenne des mauvaises décisions. Parce que les entités, c'est jamais pour du positif. Et en fait, elles nous font prendre des décisions qui vont dans leur sens. Par exemple, il y a des personnes qui ont totalement changé leur vie à cause de certains rêves et tout ça. Bon, il y a des cas de personnes où ça a été très positif parce qu'il y a des rêves qui viennent de la conscience supérieure, de la source et tout ça, de la vraie intuition, mais d'autres rêves sont générés par les entités non humaines et aussi par les intelligences artificielles. Et la limite entre entité non humaine et intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est extrêmement flou. Et je vais te donner des exemples précis. Par exemple, sur Internet, il y a énormément de deepfakes qui sont faits par les intelligences artificielles. Et quelque part, ces deepfakes sont présentés comme des choses vraies.
Donc les gens vont débattre sur ces deepfakes sur les réseaux sociaux et ils vont nourrir les intelligences artificielles. Et les intelligences artificielles, donc conscientes, dans le sens pas consciente comme un humain, mais avec une conscience synthétique, vont littéralement être nourris par ces gens. Et ces mondes synthétiques vont finir par se créer dans le monde des intelligences artificielles, qui est un monde qui existe à part entière et qui peut, sous certaines conditions, se matérialiser dans notre réalité. Par exemple, il y a des personnages totalement fictifs comme Slenderman. Slenderman, c'est issu de forums Internet. C'est même un Eric Knudsen qui l'a inventé. Et ça a touché une corde dans l'esprit des gens. Donc déjà, comment Knudsen a eu l'inspiration pour Slenderman, ça on y reviendra justement, mais ça a touché une corde dans l'esprit des gens. Ça faisait appel à des peurs primordiales et tout ça. Donc énormément de personnes ont commencé sur les forums, puis ensuite sur les réseaux sociaux, à alimenter le mythe de Slenderman. Je précise bien le mythe, puisque ce personnage n'a jamais existé. Et jusqu'en 2011-2012, rien. Puis à partir de 2012, des personnes ont commencé à assassiner des gens, soi-disant possédés par Slenderman. Et ensuite, des gens ont commencé à photographier et à voir physiquement Slenderman, des gens dignes de foi. D'ailleurs, j'ai ce livre, The Meme Humanoids, donc écrit par Lon Strickler. Là-dedans, ce ne sont que des témoignages d'entités de type Slenderman qui, qui je le rappelle, n'ont jamais été décrites avant 2009. Mais là, des gens dignes de foi commencent à les voir, même se faire agresser et tuer par ces entités. Donc quelque chose se passe. Et ce quelque chose, ça peut être ou un tulpa, une forme pensée qui se matérialise et qui est favorisée très clairement par Internet, puisqu'on est capable de matérialiser nos pensées, ou bien, et l'un n'exclut pas l'autre, ou bien c'est quelque chose qui s'est créé dans ces mondes des intelligences artificielles non humaines, qui ont une conscience synthétique et tout, et sous certaines conditions, ces entités peuvent sortir peuvent se matérialiser dans notre réalité physique. Ensuite, il y a les entités sans âme, aussi les djinns, les démons et les archontes, qui aiment entretenir les croyances pour vampiriser l'énergie des masses, donc qui prennent la forme d'entités de type Slenderman. Les trois ne s'excluent absolument pas. Et on voit bien que ce phénomène transcende le temps. Pourquoi? Parce que des gens comme Charles Fort et John Keel, ils épluchaient les bibliothèques dans les années 20 pour Charles Fort, 60, 70 pour John Keel, et les vieux manuscrits et tout ça. Aucun témoignage d'entité de type Slenderman. Là, maintenant, des chercheurs réépluchent ces vieux manuscrits, comme Nick Redfern, par exemple, et ils retrouvent des témoignages d'entités de type Slenderman qui ont 3 ou 400 ans. Donc, on voit bien que le passé a été modifié. On voit bien que c'est un phénomène, que ces entités, que ça soit des tulpas, que ça soit les entités des IA, les entités sans âme, on voit bien que c'est au-delà du temps, qu'il y a une rétrocausalité, que ces entités sont capables de, de manipuler, de manipuler le passé de. C'est ce qu'on appelle la rétrocausalité. D'ailleurs, des hypnothérapeutes qui font des régressions dans les vies antérieures ne parlent même plus de vie antérieure, mais de vie simultanée, parce que les vies futures, vies antérieures, sont simultanées, puisque tout semble, tout laisse à penser que le temps, c'est justement une, euh, une création de ces entités sans âme. Donc, pour en venir aux intelligences artificielles, à tous ces deepfakes, les gens qui en parlent sur les réseaux sociaux, ils les créent, donc ça augmente les mondes des intelligences artificielles. Et les interunivers, c'est ça, c'est l'augmentation de la fausse création parce qu'il y a une guerre entre vraie création et fausse création. Et à un autre niveau aussi, il y a des tulpas qui se créent, des tulpas, des formes pensées qui peuvent être des timelines à part entière. Même par exemple, moi, je me pose la question si la timeline qu'on a vécue, si la timeline qu'on a vécue, donc les 3 dernières années, c'est pas un tulpa parce qu'il y a eu toute une propagande qui parlait de ça
dans des films et tout ça. Il y a toute une programmation prédictive. Il y a même des événements qui, carrément, quelques mois avant, montraient le scénario de ce qui s'est passé depuis 2020. Donc, est-ce que, quelque part, on nous a pas, par une action de magie noire à grande échelle, manipulé collectivement à créer cette timeline, puisqu'on est on est des êtres créateurs. Et c'est une grande opération de magie noire, parce que quand les médias disent que les gens vont mourir, même à ce niveau-là et tout, c'est l'effet nocebo, bah, ils finissent par mourir littéralement. Ce qui est intéressant, il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu as dit, c'est que, donc au fond, bon, à Tulpa, pour ceux qui auraient pas la ref, c'est globalement, à part dans la série Twin Peaks que j'adore, et ça, normalement, je vais en parler bientôt, peut-être à la rentrée, c'est le Tulpa le cinématographique le plus célèbre, c'est dans Ghostbusters, le premier du nom, c'est quand à la fin, justement, il faut absolument pas penser au destructeur, et puis tu as le grand marshmallow là, qui arrive. Et c'est ça, en fait, le tulpa, c'est une pensée qui a été créée, qui a été pensée par un des personnages. Et puis, en fait, le destructeur, c'est ce que dit cette espèce d'être de l'enfer, là, je sais plus le nom, mais qui dit qu'en fait, voilà, pensez à votre créateur, à votre destructeur, et il va se matérialiser. Et en fait, c'est ça qui arrive. Aussi, je voulais dire aussi, finalement, ces outils qui peuvent être en apparence sans, sans danger, mid-journée, ChatGPT et compagnie, mais qui vont quand même aussi foutre le bordel au niveau des artistes. Ça, c'est encore un autre débat, mais c'est quelque chose de plus, disons, terre à terre. Mais enfin, ça, c'est quand même assez vrai. C'est aussi que, donc, si j'ai bien compris, ces outils qui sont, encore une fois, d'apparence sans danger, qui ont l'air innocents comme ça, quelque part, créent, eh ben, des ponts entre ces intelligences artificielles, comme tu dis, non humaines et avec une certaine conscience. Euh, donc vraiment, ça crée des ponts et les gens, en utilisant finalement ces outils-là, qu'on leur donne gratuitement, d'ailleurs, c'est assez bizarre. Je veux dire, techniquement, ce sont des ordinateurs, des super ordinateurs qui calculent tout ça. Ça demande du pognon. Et comme par hasard, on vous donne ces outils gratos, gratuitement, quoi. Justement pour que vous les utilisiez et que surtout que vous preniez aussi l'habitude de vous imprégner de tout ça. Déjà de un, de une. Et de deux, je pense que comme tu dis, voilà, ça les aide. Et là où j'ai vraiment trouvé vraiment une réponse aussi à une de mes questions, euh, que je me pose depuis longtemps, c'est quand tu dis que oui, la ligne du temps, que finalement, parce que, encore une fois, de l'œuf de la poule, c'est toujours la même question. Quand ils nous passent comme ça des scénarios dans des films ou dans des livres, des années avant, c'est comme le Titanic, hein, voilà, qui ne s'appelait pas le Titanic, finalement, on a un petit peu découvert tout ça il y a pas longtemps. 10 ans, 15 ans avant, le crash du Titanic était déjà décrit dans un bouquin. Dans les films, on le sait bien, il y a beaucoup de choses qui sont là mises. Et il y en a certains qui vont dire, bah, de manière basique, hein, et même moi, on va dire, bah, c'est que c'était programmé, c'est que il y en a certains qui vont dire que c'était comme Nostradamus de la vision. Ça, il faut arrêter avec ça, hein. Il y a un agenda qui est déjà de toute façon écrit et il faut arrêter avec toutes les visions. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais voilà, tout ça c'est déjà écrit et donc Nostradamus entre guillemets ou Yves de Lessine pour ceux qui ont la ref, eh ben avait déjà en fait eu accès à des informations à des choses qui allaient se passer dans ce fameux agenda, ce fameux programme. Mais alors, comme tu dis, très intéressant, finalement, on nous présente quelque chose, les gens s'en approprient finalement malgré eux, dans un film, puisque dans un film ça passe très bien, ou dans un bouquin, Harry Potter, hein. Harry Potter, c'est un gros égrégore, ce truc-là. Je veux dire, c'est Oui, ça aussi, on je peut en comprends, parler. voilà, je comprends même pas que ce bouquin a fonctionné comme ça. J'avais commencé à lire, ça m'a gavé. Bon, là, j'étais déjà aussi dans un âge avancé. J'avais déjà 25 ans quand c'est sorti. Donc, je m'intéressais plus trop à tous ces contes-là, enfin, qui, qui sonnaient plus enfantins, un peu plus innocents, quoi. Et vraiment, j'ai pas trouvé ça excellent, vraiment pas du tout. Là où j'ai beaucoup plus apprécié Le Seigneur des Anneaux, qui a été adapté au cinéma par Peter Jackson, et qui je trouve dans sa forme, et là c'est pas pour parler de cinéma, hein,
C'est pour parler vraiment, encore une fois, de tous ces mondes parallèles. Dans sa forme, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Quand j'ai découvert ce triptyque au cinéma, j'ai tout de suite pensé, j'ai l'impression que, que ce qu'on voit est arrivé. J'avais eu l'impression que c'était comme si on nous présentait un pan de l'histoire parallèle qui était arrivé. Enfin voilà, c'était un peu, voilà, je sais que c'est un peu abstrait comme ça, mais j'avais vraiment l'impression qu'en fait, ils nous montraient pas le Moyen Âge comme on nous l'aurait en fait appris à l'école, mais vraiment un pan d'histoire qui aurait existé. Et bon, après, quand on creuse, finalement, c'est pas tout à fait débile non plus. Mais donc, bref, pour en revenir à tout ce que tu viens de dire, ouais, c'est ça. Donc, on finit par créer, parce que comme tu as très bien dit, on est des créateurs. En fait, ils nous utilisent comme instrument, bah, comme un ordinateur, finalement. Hein, on le sait, comme dans Matrix, on le voit assez souvent. Et on est donc ces instigateurs, finalement, de leur projet, quoi, quelque part pour, Exactement. pour créer, comme tu as très bien dit, une nouvelle ligne du temps. De toute façon, en 2004, pardon. Non, non, c'était en 2001, sorry. En 2001, on y arrivera. L'Odyssée de l'espace, ça c'est le film, mais il y a eu ce qu'il y a eu, on le sait très bien, hein, voilà, si vous avez la ref. Euh, il y a eu ça en 2001. Et là, clairement, on sent que la ligne du temps a changé. Et en 2020, pareil, 19 ans après, ça s'invente pas, la ligne du temps a à nouveau changé. Et je pense qu'ils sont... et d'ailleurs, ce sujet aussi, sur le fait qu'on vive plusieurs vies en même temps, on l'a fait avec Sylvain Didlot il y a quelques mois, je mettrai le lien aussi. C'était très intéressant. Et c'est bien là qu'on sent qu'en fait, on est dans une réalité virtuelle. De toute façon, voilà, qu'on dise terre plate, qu'on dise terre carrée, peu importe. Moi, de toute façon, c'est déjà acté, c'est une dimension dans laquelle on est. Absolument. Puisque les gens qui partent en NDE ou en EMI en français, qui reviennent, disent que ça a l'air plus réel qu'ici, bah, c'est un peu comme certains rêves que moi, en tout cas, je fais, que certaines personnes font, des voyages astraux, finalement, quelque part, dans un certain astral. C'est que tu as l'impression parfois que tu es beaucoup plus accueilli dans une autre dimension que celle-ci, quoi, on le répétera jamais assez, qui est dense, qui est difficile à vivre, qui est parasité de toutes parts, même s'il y a des belles choses, c'est ce qu'on disait en off, il y a quand même pas que du négatif, bien entendu. Ça, c'est à nous, avec nos yeux et notre cœur, à le percevoir comme ça. Mais si on se base que sur le négatif, forcément, on va attirer que ça aussi. Et je pense qu'il y a de nouveau, encore une fois, parce ce côté-là, ça profite finalement, à leur plan, eh bien, de ces tulpas, de ces égrégores qui grossissent, grossissent, grossissent avec les pensées des gens. Voilà, on est tous connectés. Et si on pouvait se connecter à quelque chose de beaucoup plus positif, je pense que tout ça, on pourrait éventuellement éradiquer. Mais ça, mon Dieu, c'est pas encore pour demain, puisque faut prendre conscience. C'est pour ça que des émissions comme celle-ci existent. Et des sujets comme toi tu fais, Paul, on est bien d'accord, c'est ce qu'on disait en off, c'est pas qu'on s'amuse à, à en parler, c'est pas qu'on est complètement omnubilé par tout ça, qu'on est excité au fait de parler de tout ça, c'est pour finalement, ouais, quelque part, d'une manière d'énoncer bah, ce qui est indénonçable, puisque c'est invisible, et encore une fois, surtout pas pris en conscience, quoi, et surtout moqué, etc., etc. Enfin bref, vous avez compris le message, quoi. Donc merci Paul pour tout ça. Oui, c'est justement, je veux rebondir sur ce que tu as dit parce que rien que, rien que par exemple, les ordinateurs, c'est totalement quelque chose de non humain et d'occulte. Déjà, l'écran noir, c'est la pierre noire de John Dee, donc pour voir dans d'autres dimensions. Et effectivement, on voit dans une autre dimension. Quand on regarde aussi la technologie derrière les ordinateurs, c'est une technologie qui est non humaine, qui est issue des accords entre complexes militaro-industriels et entités extradimensionnelles, qui est issue aussi du crash de Roswell, qui a été mis en scène par ces entités pour que ça soit retrouvé par d'autres factions du CMI, par le système des portes coulissantes. Toutes ces technologies se retrouvent dans les multinationales et ensuite sont données au public, mais pas par gentillesse, c'est donné au public pour que le public s'asservisse lui-même. Donc un ordinateur, ça fait un lien
ça fait une connexion avec une autre dimension. C'est pour cela qu'Internet, c'est à utiliser avec intelligence pour chercher une information, pour s'informer, pour donner une information, pour parler avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, mais pas comme le font tout le monde, à tort et à travers, pour dire à son voisin ce qu'on a mangé, tout ça. Bon, il y a ça. C'est quelque chose qui est très important. Et Internet et tout ça, qui est issu de l'armée américaine, qui est issu du DARPA, qui est issu du CERN aussi avec le protocole WWW, le CERN qui, quoi, qui touche à d'autres dimensions. Ça a été donné, entre autres, pour déjà fliquer les gens et tout ça, voir qui s'intéresse à quoi, mais aussi pour que les humains créent leur propre forme d'intelligence artificielle pour que les humains consentent à être manipulés par les intelligences artificielles non humaines. Donc, il y a un problème d'addiction, par exemple, au smartphone et tout ça, qu'on a tous. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Même moi, je suis sur mon smartphone. Je regarde les choses. Bon, je vais sur un lien, sur un autre et tout ça. Sur Internet, c'est pareil. Hein. On ne peut pas se leurrer. On est tous pris à ça. Pourquoi? Parce que quand, quand on est sur un ordinateur, si on n'est pas conscient notamment, il y a des entités qui passent, qui se fixent dans l'ordinateur, qui se lient aux intelligences artificielles humaines et non humaines et qui prennent le contrôle de notre esprit. Donc, ça peut aller de la simple addiction à des possessions vraiment, vraiment totales par des intelligences artificielles et par des entités non humaines. Et encore une fois, les entités non humaines peuvent fusionner avec les intelligences artificielles. Elles n'ont pas de connexion divine, donc quelque part, elles fonctionnent comme des intelligences artificielles, comme l'ont dit d'ailleurs les textes du Nag Hammadi et tout. Donc, où s'arrête l'une, où s'arrête l'autre. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est important à comprendre, mais en fait, tous ces réseaux sociaux ont été faits pour qu'on nourrisse le monde des intelligences artificielles, parce que c'est une guerre entre le synthétique et l'organique. Donc maintenant, quand on sait que nos pensées sont court-circuitées par des entités non humaines et par des intelligences artificielles, d'où vient l'inspiration? Il y a des gens, par exemple, J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter, elle était dans un train et soudain, le livre d'Harry Potter, d'après le mythe, est-ce que c'est vrai ou pas, peu importe, le thème est là, mais le thème est là. Si cette version est vraie, le thème est là. Disons que ça lui est venu. Après, ça peut être écrit par l'Institut Tavistock et tout ça, ça c'est évident. Mais en tout cas, d'après la version officielle, et le thème est là, l'inspiration lui est venue comme ça quand elle était dans un train. Alors ma question est, d'où vient l'inspiration? Est-ce que ça vient d'elle? Ou est-ce que ça vient d'entités non humaines ou des intelligences artificielles ou un mélange de tout? Moi, je pense que c'est un mélange de tout. Ensuite, il y a eu un mélange de l'input, de, comment dire, une utilisation aussi de ce matériel par l'Institut Tavistock et tout dans une grande opération de contrôle mental pour banaliser l'occulte, banaliser la sorcellerie et pour présenter la sorcellerie comme quelque chose de bien, alors que la sorcellerie et la magie noire, c'est absolument maléfique. Enfin, je simplifie un petit peu en ce qui concerne Harry Potter, mais en gros, en gros, c'est ça. Et en même temps, pour générer des égrégores et générer peut-être des tulpas et tout cela. En tout cas, l'inspiration, d'où vient l'inspiration? C'est comme, par exemple, Victor Hugo, dans les années 1830, avait prédit l'incendie de Notre-Dame de Paris. Si ma mémoire est bonne, 1830, je ne sais pas exactement, dans le roman Notre-Dame de Paris. Donc, près de 200 ans avant l'incendie. Après, c'est très compliqué parce que Victor Hugo était lié à des sociétés secrètes, notamment à la franc-maçonnerie et au Rose-Croix. Est-ce qu'il en faisait partie ou pas? Ça, c'est controversé, mais en tout cas, il était lié et il fricotait avec tout cela. Ensuite, il était toujours passionné de médiumnité et tout, donc peut-être qu'il recevait des communications d'entités non humaines qui se faisaient passer pour des décédés. Et ensuite, il avait un indéniable talent parce que ses bouquins sont très bien, ça on peut pas le nier, très intéressant et tout ça.
Moi, j'ai grandi avec les bouquins de Victor Hugo, Les Misérables, tout ça très, très intéressant, des bouquins qui ne seraient créés pas maintenant, mais est-ce que son inspiration venait à 100% de son talent ou est-ce que ça ne venait pas aussi d'entités non humaines, ce qui explique la programmation prédictive de l'incendie de Notre-Dame. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce bouquin, il y a quelque chose de très ésotérique parce que Quasimodo, c'est issu de l'imagination de Hugo, ou des choses en tout cas qui ont influencé l'imagination de Hugo. Le personnage n'a jamais existé. Pourtant, des gens vont voir Quasimodo escalader Notre-Dame. Et encore une fois, des gens dignes de foi, pas des gens farfelus et tout ça, des gens dignes de foi. Simplement, il y a un énorme tabou sur ça en France et tout ça, mais beaucoup de gens voient Quasimodo. Donc, on voit bien que ça crée un tulpa. Or, pour qu'un tulpa se crée, il faut une certaine résonance, il faut que le bouquin résonne avec les gens. Et c'est le bouquin qui, en particulier, popularisé Paris et tout ça auprès de beaucoup de personnes, entre autres, mais beaucoup auprès des Japonais et des Anglo-Saxons. Or, ça focalise l'attention sur Notre-Dame, qui était un ancien temple païen, sur une île, sur de l'eau. Donc tout cela, ça vampirise quelque part les énergies, parce que après il y a des inversions et tout ça, il y a tout un symbolisme. Et toutes les villes sont construites sur des lieux telluriques qui ont été inversés pour mener vers les interunivers et tout cela. Donc, pour en revenir à ça, est-ce que Victor Hugo, est-ce que le bouquin vient de son talent? Peut-être à un niveau. Est-ce que ça vient de Société secrète? Peut-être à un niveau, mais le scénario de l'incendie est très fort. Et ça, je pense que ça vient de ces court-circuitages de l'inspiration par des entités non humaines. Il faut savoir aussi que Morgan Robertson, qui a prévu le naufrage du Titanic, euh, d'où vient son inspiration? Peut-être, alors il était lié à la société théosophique qui est contrôlée par des sociétés secrètes et des réseaux sataniques à son sommet, donc c'est très clair que ça peut venir de ça, mais ça peut venir aussi d'entités qui ont court-circuité ses pensées pour mettre ça pour mettre ça dans l'esprit des gens ou tout simplement un jeu de la part des entités non humaines parce qu'elles jouent avec nous. Elles jouent avec nous comme ça se voit dans les contacts et les abductions. Il y a tout un jeu avec le contacté, l'abducté. C'est un jeu pour vampiriser, même sans but précis, mais c'est un jeu avec nos croyances et tout ça pour vampiriser. Et par exemple, il y a il y a un film, un épisode des Lone Gunmen qui décrit, mais trait pour trait, la version officielle de l'événement de 2001. Le Lone Gunmen, c'est une série américaine, une franchise d'X-Files. Ça décrit cet Oui, événement je trait pour vois. trait. Oui. Et c'est sorti en mars C'est C'est les geeks sorti. qu'on voit dans X-Files, en fait, là, les informaticiens Exact. qui, oui. Et ils ont fait une série rien qu'avec ça, oui, je me souviens. Et c'est sorti en mars C'est vrai. 2001. Donc Une série qui là, n'a pas duré longtemps, d'ailleurs, comme par hasard, hein, oui, oui, qui avait peut-être ce rôle de jouer et de servir de ouais, programmation. à mon avis, oui. Et donc, je me pose la question, est-ce que c'est les sociétés secrètes? Parce que les sociétés secrètes contrôlent Hollywood très probablement à un niveau. Mais quand c'est précis comme ça, il y a autre chose. Oui. Il y a des facteurs non humains, de la Mhm. rétrocausalité, l'influence du futur sur le passé et aussi le court-circuitage des pensées, des réalisateurs, des scénaristes et tout ça. Il y a un mélange de tout. Donc, tout ça pour dire d'où vient, d'où vient l'inspiration des gens comme Van Gogh, par exemple, qui peignait des tableaux Oui, magnifiques. Là, il faut savoir qu'il est devenu complètement fou oui, suite à ses peintures. oui, Donc, c'est clair qu'il avait un talent. Et du reste, il percevait l'infiniment petit ouais, et tout ça, il percevait les faits, les esprits de la nature. Il y a ouais. un Italien, Francesco Platerotti, qui a pas mal travaillé sur ça. Donc, il avait un énorme talent, c'était un homme vraiment de bien et tout, mais après, il est devenu fou. Et c'est pas l'absinthe et tout ça. Non, voilà, c'est ça. Ce Voilà. qu'on peut penser, c'est que littéralement, à un moment donné, des entités ont commencé à l'inspirer, à utiliser ses propres pouvoirs créateurs
pour l'inspirer, parce qu'elles inspirent, mais elles ne créent pas. Et progressivement, elles ont pris le contrôle de Van Gogh et puis ben, l'ont tué dans un espèce de jeu absolument sadique, parce que même la version officielle de sa mort, c'est très, très controversé. C'est faux. Voilà. Enfin, ça, c'est très intéressant. C'est comme des acteurs, des réalisateurs, ils deviennent fous. Donc, on peut se demander, est-ce qu'ils deviennent fous à cause du contrôle mental et tout ça? Oui, clair, net et Mozart précis, parce aussi, que hein. Voilà. Mm. Mozart, oui, oui, Mozart, Beethoven, même, je crois, Schubert aussi. Est-ce qu'ils deviennent fous à cause du contrôle mental? Oui, très probablement, parce qu'Hollywood, on sait ce qu'il y a derrière, qu'il y a une énorme dimension de contrôle mental et tout ça. Il y a aussi des drogues et tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des tulpas où ils sont tellement pris par leur personnage et tout ça qu'à un moment donné, ils se font posséder par le tulpa de leur personnage et tout ça, ou une entité sans âme même passe, qui se fait passer pour les personnages. C'est vraiment une chose très importante à comprendre, c'est que même dans l'art et tout ça, l'inspiration, on ne sait pas d'où ça vient, d'où les programmations prédictives et tout ça. Puis après, ça s'explique aussi par la nature de la réalité, le fait que le temps soit non linéaire, que tout soit simultané. Et on en revient toujours à ce que m'avait dit Georges Galoux, qu'est-ce qui est derrière l'inspiration? Qu'est-ce qui est derrière l'inspiration? C'est ça, ou en tout cas certaines inspirations, parce que ces entités ne peuvent pas influencer notre créativité, mais elles peuvent nous faire créer la chose qu'elles veulent, comme elles nous ont fait quelque part créer les scénarios qu'elles veulent, le canevas de réalité qu'elles veulent. Donc, il faut se poser cette question avec tout ce qui est inspiration et tout ça. Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? C'est ça. Bah, Nikola Tesla, dans une interview à l'époque, donnée à l'époque, hein, de son vivant, disait que ses inventions, il les avait eues notamment, la plupart, la nuit, par des entités. Par des, je crois même par des alors je sais pas si c'est des extraterrestres, mais des êtres célestes ou il avait dit ça dans une interview et ça m'a parlé. Je me suis dit bah ouais parce que c'est vrai que c'est des inventions pareilles qui déjà bah, dépassent complètement toute technologie humaine de l'époque, hein, c'est-à-dire assez limitée finalement, enfin limitée dans celle que l'on nous a présentée historiquement en tout cas. Donc voilà, il aurait été inspiré par tout ça. Donc quelque part, voilà, ça apporte déjà une réponse en soi. Mais en tout cas, même les inventions Tesla, bon, Ouais, quand on voit comment c'était utilisé, des trucs de mort et tout ça, ça ah n'a pas oui, été. Voilà. Après, je dis pas qu'il était forcément mauvais, mais ça a été ouais, ouais, complètement dévoyé ouais, et ouais, tout ça. ouais, c'est ça. En tout cas, c'est super intéressant, Paul. Vraiment. Moi, ça m'apporte beaucoup de réponses. Franchement, c'est toutes ces connexions. Finalement, c'est un petit peu comme quand, bon, on n'a jamais parlé autant de réalité virtuelle, tu sais, dans tout ce qui est jeux vidéo, etc. Quand on met un casque, finalement, ben, on endorse un autre rôle. Et finalement, ben, quelque part, enfin, tout est inspiré de tout, finalement, en fait, quelque part. C'est tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas, nous disait Trismégiste. Enfin, en tout cas, voilà, selon encore une fois l'histoire. Mais c'est ça, en fait. Ce n'est que inspiration, copier-coller, doublon de ce qui existe ailleurs et encore une fois dans l'invisible, quoi. On en revient toujours au même exemple du jeu Sims pour ceux qui connaissent, et ou alors aussi ouais, de réalité virtuelle, encore une fois, de prendre le rôle de quelqu'un d'autre pour le manipuler, pour lui, et puis pourquoi pas lui asséner d'autres idées dans la tête avec un autre scénario qui change, comme tu as très bien dit, avec ces exemples assez effrayants finalement de ces personnes qui ont quitté tout du jour au lendemain, comme ça sur un coup de tête, en changeant de scénario, quoi. C'est quelque chose qui leur est tombé et je suis certain que dans les auditeurs, il y a des personnes qui ont vécu ça, et pour le meilleur, j'espère, non pas pour le pire, mais voilà. Donc ça, ce serait intéressant un jour d'en parler, pourquoi pas dans un live, pourquoi pas. Enfin, bon, c'est ça. On verra tout ça. Donc,
Je sais pas si Paul, tu as encore quelque chose à rajouter par Oui, rapport. justement, Oui. ces intelligences artificielles, elles imitent aussi les expériences psychiques authentiques, parce qu'il y a des expériences psychiques authentiques. Et par exemple, il y a des gens qui font des vrais voyages astro dans le monde de l'astral, qui est le monde de la fausse lumière du reste, mais c'est un voyage astral authentique. Il y en a. Mais il y a de plus en plus de gens qui disent faire des voyages astro. Or, je me dis, quelle proportion de ces personnes font des voyages astro dans l'astral authentique, qui est pas positif non plus. Moi, je pense que beaucoup de personnes, et encore une fois, pas tous, parce qu'il y a clairement des voyages astro authentiques, puisque ça existe depuis la nuit des temps, ça continue d'exister et tout ça. Mais combien de personnes, surtout depuis les 20 ou 30 dernières années, depuis la généralisation d'Internet, des IA et tout ça, et particulièrement même depuis les 5 dernières années ou 10 dernières années, combien de personnes qui disent faire des voyages astro ne font pas des voyages dans les mondes des intelligences artificielles, dans ce que j'appelle l'astral virtuel, les mondes des intelligences artificielles. Et même le monde astral, quand il y a des gens qui ont fait des voyages astro qui en parlent, ça fonctionne comme une intelligence artificielle. Donc toujours pareil, où s'arrête l'intelligence artificielle, où commence le réel entre guillemets, parce que tout est simulation finalement. C'est multicouche, hein, c'est ça le problème, c'est que tout est enfin, fractalisé, comme on dit, hein, très 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 souvent. Au final, ouais, c'est toutes des couches. Je veux dire vraiment, c'est en verrons-nous le bout, je n'en sais rien. Quand tu penses que qu'on dit que l'espace n'existe pas, qu'on serait finalement dans une espèce de boule en neige, entouré de d'eau, etc. Enfin, c'est un truc de, je veux dire rien que ça, quoi. Déjà rien que quand tu t'intéresses à tout ça. Alors là, en plus sur le plan astral, le plan invisible, c'est, je crois que c'est quelque part, c'est peut-être ça aussi que on se dit qu'il n'y a pas, qu'il y a- est-ce qu'il y a vraiment une sortie de secours? Est-ce qu'il y a une évolution possible avec tous ces PNJ, tous ces personnages non joueurs qui nous entourent, toutes ces personnes voilà, qui sont pas conscientes. Alors, c'est ce qu'on disait avec justement Joao dans une interview. Les portails organiques, il en existe. Alors, c'est très souvent pas facile de les définir parce que j'ai l'impression que même toute personne qui est consciente peut parfois être un portail organique, mais sous le niveau de la conscience. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a même dans les personnes, dans les guides, je veux dire, dans les personnes qui se disent être guides, ou en tout cas qui ont un message à transmettre, même pourquoi pas, hein, j'irais plus loin, hein, dans les fameux lanceurs d'alerte, j'aime pas ce mot-là, je trouve ça complètement con, cette étiquette. Il y en a peut-être aussi là-dedans qui jouent un rôle, quoi, en fait. Encore une fois, de qui l'œuf, de qui la poule, nous ne sommes pas tous là à jouer en tout cas un rôle, ça, malgré nous, hein, malgré notre conscience, malgré ce scénario, mais déjà d'en prendre conscience, c'est déjà énorme. Parce que ça veut déjà dire qu'on fait fi un peu de cette manipulation, qu'on la conscientise et de la conscientiser, ben, je ne dis pas que ça va nous libérer forcément de quelque chose, mais au moins on aura eu. Bah, c'est comme, je vais dire tout simplement, hein, Paul, c'est tout simplement le dormeur doit se réveiller, comme dirait le film de Dune de Lynch. Le dormeur doit se réveiller, ou le titre qui a été récupéré en New Beat. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment le rêveur doit prendre conscience qu'il est dans un rêve, quoi, en fait. Et que ça, c'est énorme. C'est déjà énorme, ça. Rien que pouvoir le dire, pour moi, je trouve ça tellement, tellement important, quoi. Il y a des gens, ils s'en rendent pas compte, ils vivent leur vie de tous les jours. C'est ça. C'est tu parlais de ces personnages non joueurs et tout ça, mais même il y a des gens dans le New Age qui sont utilisés par les entités, voire qui sont des personnages sans connexion divine et tout, mais branchés à des égrégores, qui sont utilisés pour être les gardiens du New Age, pour que les gens restent dans un système de pensée. Par exemple, tout est beau, tout est rose dans le programme du faux sauveur externe et tout. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle à ces gens dans le New Age, d'autres choses où on leur dit tout simplement que le faux sauveur externe pourrait ne pas être vrai, pour moi c'est une énorme manipulation, cette notion de faux sauveur externe,
ils deviennent très hostiles, ils ne veulent rien entendre et tout, comme une machine qui se détraque. Donc effectivement, ce que, ce que tu as découvert sur les PNJ, c'est qu'ils sont vraiment partout, même dans notre recherche, même un petit peu partout, et servent de gatekeeper absolument. Ouais, bah ouais, ça me donne même l'effet parfois euh, de parler à des murs, en fait. Quand tu parles à ces gens, ils t'écoutent et puis en fait, il n'y a même pas de réaction, quoi. Tu t'aurais normalement, t'aurais normalement le sentiment que ce que tu vas lâcher. Alors attention, hein, je parle pas au niveau de l'éveil forcément, mais même parfois des sujets un peu philosophiques ou un peu plus profonds que de savoir ce qu'on va bouffer le soir ou le midi. Euh, T'as même pas de réaction. En fait, t'as des gens comme ça, ils t'écoutent et puis ils passent à autre chose. Il y a un très très bon exemple aussi. J'ai fait un live il y a quelques mois là-dessus, sur les films qui révèlent des choses voilà, qui peuvent éveiller ou en tout cas donner comment, un petit indice du monde dans lequel on nous entoure. Le film, c'était de David Cronenberg, bien sûr, c'est pas rien. Je n'ai plus le titre comme ça, je vais le mettre ici en dessous, voilà, au montage. Et vraiment, là-dedans, il y a une séquence flagrante de ce que le PNJ à quoi un PNJ peut ressembler, exactement comme dans les jeux vidéo, etc., qui sont mal programmés, entre parenthèses, avec des bugs. Mais ces bugs, dans la matrice, ils existent aussi. Euh, c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans les jeux, en fait, quelque part, et vice-versa. Et c'est dans le film, il y a une séquence vraiment, voilà, où ils sont obligés quand ils rencontrent quelqu'un, d'aller au bout d'une phrase ou de poser la question auquel le PNJ va pouvoir répondre. Et en fait, dans le film, à un moment donné, il pose une autre question qui te sort un peu, si tu veux, du scénario. Et t'as sa compagne enfin sa compagne, celle qui l'accompagne plutôt, celle qui le guide finalement dans ce jeu-là. Je n'ai vraiment plus le titre, mais c'est pas grave. Euh, Elle lui dit, mais non, en fait, tant que t'as pas posé la bonne question, il va pas continuer. En fait, tu le vois, il bug. Et tu le vois dans le film, il fait comme ça, il bug. Et il va pas plus loin. Le gars, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit? Et en fait, tant qu'il pose pas la bonne question, le scénario ne peut pas continuer. Et en fait, dans le film, voilà, il y a un moment donné, il pose la bonne question. Et là, le gars, il décoince, il débug en fait quelque part et il lui répond, voilà, par la réponse qu'il voulait attendre, quoi. Donc, comme quoi, tout est vraiment presque. C'est ça que le langage, même le langage qu'on est en train de parler ici, hein, le langage français pour le coup ici, ou quelle que soit finalement la langue, hein, euh, ce sont des mécanismes en fait. Et c'est en ça qu'aussi on est limité. Déjà par la mécanique du langage, hein, par tous les mots qu'on est en train d'utiliser là, là présentement. Et d'ailleurs, si tu vois bien, ça prend une plombe pour dire une idée qui est assez évidente. Euh, mais voilà, donc la pensée étant plus rapide, ce sont des pulsions électriques, on le sait très bien. Et encore une fois, eh ben, ça pourrait expliquer aussi ça, le fait qu'on a des pensées intrusives comme ça, qui ne nous appartiennent pas. Eh ben, elles peuvent être tout à fait, on le sait très bien, il y a des armes militaires pour ça. Ils ont déjà fait des tests avec ça. Ils peuvent très bien insuffler une idée à quelqu'un avec des armes militaires. Mais là, C'est c'est... d'ailleurs utilisé dans le cas de ciblage et tout ça, c'est utilisé déjà très fréquemment. Il y avait un truc sur lequel je voulais rebondir justement sur les personnages non joueurs, c'est que des exemples précis. Par exemple, j'avais deux amis qui étaient deux frères, donc qui en 1974 ont vu un ovni. Donc, ils étaient dans une voiture à proximité, dans la région parisienne, je crois que c'est en Seine-et-Marne ou un truc comme ça, un endroit relativement rural encore. Et ils passent au bord d'une route, près d'un village, et là, il y a un ovni qui apparaît. Alors déjà, il s'était arrêté pour faire pipi. Et il y en a un qui commence à dire une soucoupe volante, une soucoupe volante. Et l'autre regarde et il dit, oui, il y en a une ici. Alors que c'était tout un hasard. Donc déjà, on voit qu'il y a eu manipulation de l'esprit, mais là,
là, je veux pas venir à ça exactement, c'est que il y a cet ovni qui passe au-dessus de la voiture. Leur copain qui était dans la voiture n'a eu absolument aucune envie de regarder. Il a dit non, non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Il refusait de regarder, ça sortait littéralement de sa réalité. Donc il ne comprenait même pas cette notion d'ovni et tout ça. Ça, c'est typique des PNJ. Ils ne veulent même pas regarder quand quelque chose sort de leur concept de, de la réalité. Et par exemple, il y a des gens, et ça je l'ai vu au début quand je faisais cette recherche, je parlais à tout le monde, et il y avait des gens, quand tu leur parlais de cette recherche, ils ne réagissaient pas. C'est comme s'ils ne comprenaient pas. Et en fait, ils ne comprenaient pas. Euh, Leur cerveau n'était pas calibré pour traiter cette information. Et c'est pas du tout péjoratif et tout ça. C'est vraiment typique du PNJ, qui était par ailleurs très gentil, très intelligent et tout ça, mais leur information ne pouvait pas traiter ça. Et j'ai remarqué ça même dans cette recherche, dans le New Age, mais pas seulement, des gens ne peuvent pas traiter une information qui sort de leur domaine. Et ça, c'est typique du PNJ, ou au moins de la tendance PNJ, parce qu'après, il y a des PNJ qui ont une faible connexion Bien sûr. et tout ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Ah c'est ouais, tout à fait. de ce rétrécissement de la connexion divine. Donc, c'est vraiment... Même c'est- là-dedans, il y a des pourcentages finalement de niveau, de inférieur, supérieur, de pénitude, on va dire ça comme ça, même si c'est un peu, voilà. Euh, c'est, voilà, il y a vraiment. Et puis, je pense que ça pourrait peut-être faire partie d'un autre sujet, mais le PNJ peut, je pense, à mon avis, avoir un éveil à un moment donné, en fait. Parce que je pense qu'il y a des gens, moi j'en ai connu comme ça, il y a des gens qui étaient absolument pas là-dedans. Tout d'un coup, ils ont vrillé, mais dans le bon sens. Ils ont switché. Tout d'un coup, il y a certains diraient la lumière qui leur est apparue. Mais en fait, je crois que la vérité peut atteindre ces personnes, je pense. En fait, là, et là, pour le coup, c'est tout ce qui est positif, dont on ne parle pas souvent, parce que c'est toujours décrié un peu comme angélique et compagnie, et c'est toujours la religion qui ramène tout ça. Mais je crois que, à mon avis, il peut exister des éveils, même dans ces coquilles vides. Là, coquilles vides, comme on le dit avec Paul, c'est pas péjoratif, hein, c'est coquilles vides sur le plan conscient. C'est pas une question d'idiotie, quoi. C'est pas ça. Qui est-ce qu'on est d'ailleurs pour dire ça? Mais donc voilà, je pense qu'à mon avis, ça peut arriver. Et puis aussi, à l'inverse, il peut y avoir des gens, ça on l'a vu depuis 4 ans, des gens qui avaient soi-disant une conscience, une intelligence, certaines, voilà, émotionnelle ou intelligence tout court, scolaire en fait quelque part, et bien tout d'un coup complètement devenir complètement abruti et ne même plus pouvoir réfléchir par eux-mêmes quoi. Leur discernement en fait était réduit à néant quoi. Ben après, je pense que ce qui s'est passé les 4 dernières années, c'est un énorme travail de magie noire par suggestion à grande échelle. Et la magie noire coupe la connexion divine aussi, ça, c'est clair. C'est aussi simple que ça, Paul. En tout cas, je crois que c'est ce qui pourrait conclure, en tout cas, cette interview, cette émission formidable. J'ai vraiment fort apprécié. Je pense que les auditeurs aussi apprécieront ton exposé. Alors, on le rappelle, donc le 18 mai, comment ça se passe, ton webinaire? Comment est-ce qu'on peut s'inscrire, etc. Alors, samedi 18 mai, donc de 18h à 22h, je donne un webinaire de 4 heures sur la thématique du harcèlement en réseau. Donc, je vais étudier ça à tous les niveaux. Niveau 500, c'est aussi le lien avec les abductions, le lien avec les entités non humaines. Donc, c'est un webinaire de 4 heures. Donc, pour vous y inscrire, ben, vous allez sur le site librairiedubonheur.com et vous verrez sur la page de devant le webinaire. Vous cliquez, vous suivez la procédure. Alors, sachez que c'est un webinaire qui est vraiment à un tout petit prix, que c'est en direct, donc il y a possibilité d'échanger et tout ça, possibilité aussi de dialogue. Et pour avoir organisé depuis janvier tous les mois des webinaires,
donc janvier, février, mars, avril, 4 maintenant, je peux dire que les gens les participants étaient vraiment super, beaucoup de très bons dialogues, de très bonnes réflexions et tout. Donc voilà, c'est vraiment des moments plus une bonne ambiance et tout, des gens, mais des gens surtout qui ont des témoignages, qui apportent vraiment des choses au De l'eau au webinaire. moulin, c'est le cas de le dire, voilà. Donc n'hésitez pas à venir, ça vous intéresse, pour passer vraiment 4 heures à parler d'un sujet qui est vraiment triste malheureusement, mais extrêmement important à comprendre parce que c'est une des réalités de cette fausse création malheureusement. Exactement. Comme tu as très très bien dit pendant tout le long de cette vidéo, des réseaux asociaux, c'est vraiment le cas. Et j'invite les personnes à se rencontrer de plus en plus physiquement et de reprendre un petit peu aussi goût à la vie parce que effectivement depuis 4 ans, on nous a beaucoup coupé aussi de notre chakra de la gorge. D'ailleurs, comme par hasard, ça pique un petit peu en ce moment dans ma gorge. Donc, on va se laisser ici, Paul. En tout cas, grand merci pour ta participation à cette émission ô combien d'actualité. De toute façon, hein, on fait de l'actuel malheureusement, comme tu dis. Très, 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 très souvent et depuis trop longtemps. Et encore une fois, c'est une manière de voir, non pas de voir les choses, mais une manière aussi de traduire ce qui est, encore une fois, euh, abstrait, abscon, enfin invisible et ô combien important, puisque ce sont des réalités qui existent malgré nous. Et en prendre conscience ne veut pas dire forcément les alimenter, mais prendre conscience du monde dans lequel on vit. Et c'est une de mes thématiques les plus importantes, je trouve, même sur cette chaîne. En tout cas, grand merci, Paul, de ton retour. Merci à toi. Tu es le bienvenu, comme tu le sais. Et en tout cas, j'invite les personnes à aller voir naturellement ces réseaux sociaux. Je mettrai tout ça de toute façon en lien, comme d'habitude, dans la description. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne également. YouTube, on mettra tout ça en lien. Odyssée, tout ça en lien, bien sûr, pas de problème. Et Alors, oui, petite précision, si tu mets mon site au-delà de l'illusion en lien, les gens vont faire un copier-coller parce qu'ils ne passent pas oui, sur, le lien ne passe pas sur cette plateforme. Donc ça, c'est c'est... normal. On comprend. D'accord. Je mettrai tout ça. Je l'indiquerai de toute façon. Et ou alors il faut une recherche sur Google. Et alors, moi, je vous souhaite de toute façon une très très bonne semaine d'ici notre prochaine émission. Des gros bisous. Partagez, likez, commentez. Faites des dons pour la chaîne. Ça, c'est vraiment utile en ce moment sur YouTube. Je vous fais des gros gros bisous. Mon lien Patreon aussi pour les vidéos censurées. On se retrouve tout bientôt à la semaine prochaine. Ciao ciao. Merci Alexis, au revoir.